Le Paris Saint-Germain est actuellement deuxième de Ligue 1 derrière Nice et deuxième de son groupe en Ligue des Champions dans ce fameux groupe de la mort après sa défaite à San Siro face à l'AC Milan. La manière dont Luis Enrique coach cette équipe parisienne fait souvent débat. Beaucoup ont énormément confiance en lui et d'autres sont très inquiets pour cette saison. Dans cette vidéo, nous allons analyser le Paris Saint-Germain de Luis Enrique version 2023-2024 en répondant à une question: jusqu'où peut aller ce PSG cette saison? Bon visionnage! Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis très content. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner et activer la cloche parce que je vais sortir une vidéo ou une série mercato sur le Paris Saint-Germain, poste par poste, défenseur, milieu, attaquant, pour le mercato d'hiver 2024, donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche et donnez-moi votre avis dans les commentaires, jusqu'où peut aller ce Paris Saint-Germain cette saison. Est-ce qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils vont faire une demi, un quart? Est-ce qu'on va gagner la Ligue 1? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et vos impressions sur Luis Enrique, j'attends ça avec grande impatience. Il va donc y avoir 4 points dans cette vidéo. En premier, les points forts du Paris Saint-Germain. En second, les points faibles. En troisième point, on parlera du mercato. Est-ce qu'il a été réussi ou non l'été dernier? Et au quatrième point, on se demandera jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain cette saison et je vous donnerai mon pronostic. On commence donc avec les points forts du Paris Saint-Germain. Le premier, il est assez évident, c'est la possession de balle ou l'emprise sur un match. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain tourne à 2,4 buts par match, donc ce qui est très bien. On marque énormément de buts et surtout à 70% de possession. Moi, vous le savez, la famille, pour ceux qui me suivent, je suis pas forcément le plus gros fan d'avoir la possession pour avoir la possession. Je trouve que c'est un petit peu inutile de faire la passe à 10. Mais quand même, quand tu associes ces deux statistiques, 70% de possession avec 2,4 buts par match en moyenne, ce qui est tout simplement la meilleure attaque de Ligue 1, bah, ça te montre quand même qu'on a l'emprise sur la Ligue 1. Après, ça change pas forcément des dernières saisons. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, un de ses points forts, c'est vraiment l'emprise sur un match. Et en Ligue des Champions, les statistiques sont assez bonnes aussi. 4 matchs joués, 7 buts marqués, 6 buts concédés, donc ce qui fait 1,75 buts marqués pour 1,5 buts encaissés, et on tourne quand même à 63 possessions de balles face à des équipes comme l'AC Milan, Dortmund et Newcastle avec 90% de précision de passe. Donc le fait que le Paris Saint-Germain ait vraiment la possession, ça nous permet aussi quelque chose qui est très intéressant. Ça, c'est un graphique qui a été sorti par DataFoot, je vous conseille énormément ce compte Twitter. Là, c'est vraiment un graphique que j'ai trouvé hyper pertinent, c'est la hauteur moyenne des interventions défensives. Déjà, en dehors du Paris Saint-Germain, on peut voir que Nice défend plutôt haut. Souvent on dit que Nice défend très très bas, et ben non, c'est pas le cas, ils défendent plutôt haut, parce que j'avais fait une vidéo sur Nice et je vous avais dit que c'était pas forcément un bloc très bas. Et donc le Paris Saint-Germain est dans les équipes qui défendent le plus haut en Europe. Vous voyez qu'il y a Arsenal qui est largement devant avec 53 mètres, donc qui défendent à 47 mètres on va dire du but adverse et 53 mètres du leur. Si on part sur la moyenne qu'un terrain de football fait 100 mètres, il y a aussi le Bayern Munich qui est très connu pour défendre très haut. Et juste derrière, il y a le Paris Saint-Germain, Monaco, Bayer Leverkusen et Manchester City. Donc ça montre vraiment que le Paris Saint-Germain a l'emprise de ses matchs en championnat de France et en Ligue des Champions et qu'on n'hésite pas vraiment à avoir un bloc très très haut pour vraiment avoir l'emprise et jouer dans la seconde partie du terrain, dans la partie du terrain de l'adversaire. Un autre point fort du PSG cette saison, c'est qu'on a beaucoup de postes qui sont doublés. Là, je vous ai mis donc la composition d'équipe face à l'AC Milan. Donc on a Donnarumma en doublure, par exemple, on a Navas, donc on a déjà deux très bons gardiens, ce qui est très bien. Skriniar, Marquinhos, là t'as Kimpembe qui revient de blessure, t'as aussi Danilo qui peut jouer en défense centrale, et t'as aussi Hernandez, donc qui joue latéral en ce moment, mais qui revient dans l'axe lorsqu'on a le ballon pour jouer en 3-4-2-1. Donc t'as Nuno Mendes qui va revenir de blessure vers février pour jouer côté gauche à la place d'Hernandez. Côté droit, t'as Hakimi, t'as Mukiele aussi, qui peut aussi dépanner dans l'axe. Mukiele qui est vraiment un bon joueur que je trouve un peu sous-estimé, c'est un vrai guerrier et ça j'aime beaucoup. Le seul poste où il n'y a pas vraiment de doublure, c'est Ugarte, mais ça on y reviendra dans les points faibles les amis. Après on a Zaïre Emery et Vitinha au milieu de terrain. En remplaçant, t'as par exemple Kangin Lee, Carlos Soler et Fabien Ruiz. Donc au milieu de terrain, ça reste assez faible. Mais concernant l'attaque et la défense, les postes sont doublés. Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. T'as Barcola, t'as Gonzalo Ramos. Donc ça te fait vraiment du beau monde en attaque et en défense. Et concernant le milieu de terrain, on y reviendra dans les points faibles. Autre point fort du Paris Saint-Germain version 2023-2024, lui je pense que c'est mon préféré. C'est la forte cohésion d'équipe les amis. On l'a vu par exemple lors de la sélection en équipe de France de Warren Zaïre Emery. Et ben tout le monde s'est jeté sur Zaïre Emery tout simplement dans sa chambre. On a vu Mbappé, on a vu Hakimi, je crois qu'on a vu Mukiele, on a vu Ethan Mbappé. Donc voilà, tout ce petit noyau là de francophones un peu au Paris Saint-Germain. Il y a une vraie cohésion d'équipe. On le sait, le dictateur Mbappé a un petit peu fait sa campagne cet été pour virer un petit peu tous les Sud-Américains, te ramener Kolo Muani, te ramener Dembélé, te ramener Lucas Hernandez. Il a ramené un petit peu ses potes d'équipe de France. Bah au final, même si ça peut être critiquable dans les choix sportifs ou quoi que ce soit, on y reviendra plus tard. Mais en termes de cohésion d'équipe, c'est un vrai point. Il n'y a plus trop de groupes comme on disait avant au Paris Saint-Germain. Il y a un groupe de Sud-Américains, un groupe de Français, un groupe de je sais pas quoi.
Maintenant, j'ai l'impression que toute l'équipe s'entend bien, en tout cas de surface, hein, je suis pas dans le vestiaire bien entendu, mais on dirait vraiment qu'il y a un noyau dur de mecs qui sont même potes en dehors du vestiaire, qui sortent ensemble, qui vont au resto ensemble, qui font des choses ensemble, et ça franchement ça me fait kiffer. Tu sens vraiment que les mecs ont envie de se défoncer les uns pour les autres, donc ça pour moi c'est le plus gros point positif du Paris Saint-Germain cette saison, c'est la forte cohésion d'équipe. Maintenant la famille, on peut passer au point faible et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Le premier que je me suis noté, c'est qu'on est très faible à l'extérieur quand il y a des grosses ambiances. On l'a vu par exemple cette semaine à San Siro, où dès que ça commence à être dur, dès qu'on commence un petit peu à perdre le fil du match dans une grosse ambiance où il y a 80 000 personnes qui gueulent, t'as l'impression que le Paris Saint-Germain, mais ça date pas de cette saison, t'as l'impression qu'on perd le fil, qu'on n'est plus là, qu'on n'a plus de caractère. Ça, c'est un vrai point négatif, surtout qu'à l'extérieur, on a vraiment des mauvais résultats. Sur les 11 derniers déplacements en Ligue des Champions, on a seulement 2 victoires. C'est vraiment pas assez pour un club qui a un effectif comme le nôtre, seulement 2 victoires sur 11, c'est vraiment très peu, c'est même ridicule. Donc voilà, on a un vrai manque à l'extérieur dans les grosses ambiances, j'ai l'impression qu'on se fait souvent déborder. Et on l'a même vu en Ligue 1 dans un petit stade comme à Brest, où on a vraiment galéré, on a gagné sur un penalty en toute fin de match, et le stade était vraiment virulent avec les joueurs. On a notamment vu Kylian Mbappé s'énerver, moi j'ai kiffé, il a défendu Hakimi. Et j'ai l'impression que dès que tu as un stade là qui commence à prendre à part les joueurs, on commence à perdre le fil du match, et ça fait déjà plusieurs saisons que ça dure, où on s'énerve, on commence à râler, on commence même à s'embrouiller avec les adversaires, et j'aimerais vraiment qu'on progresse là-dessus, donc j'étais obligé de le mettre dans les points faibles. Je le trouve vraiment faible à l'extérieur. Deuxième gros point faible, c'est la Ugarte dépendance. J'en ai parlé déjà plusieurs fois sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Manuel Ugarte a fait un début de saison tout simplement incroyable, mais en ce moment c'est un petit peu plus dur pour lui. On l'a vu notamment face à l'AC Milan où ça a été plus compliqué, face à Brest si je dis pas de bêtises, en tout cas les 2-3 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, il a vraiment eu du mal. On lui en veut pas, bien entendu, ça arrive, il est en période d'adaptation, il a très bien commencé, il a mis les standards tellement haut que là ça commence à être un peu plus dans la normale peut-être, et on commence à être déçu avec toute la pression du Paris Saint-Germain qui doit pas être simple à gérer pour un jeune joueur comme ça qui a vraiment une carrière qui décolle très vite. Mais moi ce qui me dérange, c'est qu'on a une Ugarte dépendance, dans le sens où c'est le seul joueur capable de faire ce qu'il fait, de récupérer autant de ballons, d'avoir autant d'abattage au milieu de terrain, même si Zaïre Emery est capable aussi un petit peu de le faire. On a vraiment une dépendance au milieu de terrain de Ugarte, de Zaïre Emery, parce que quand tu regardes notre banc au milieu de terrain, on en parlera sûrement dans mes vidéos mercato d'hiver du Paris Saint-Germain, mais c'est quand même très triste. Si tu sors Ugarte, Zaïre Emery, pardon, tu les remplaces directement par Fabian Ruiz et Carlos Soler. Tu descends directement en qualité, mais fois 100, et ça me fait vraiment flipper, parce que quand tu regardes les bancs du Bayern, de City, de Liverpool, etc., eux sur le banc, ils ont vraiment de la qualité au milieu de terrain. Nous, c'est vraiment un secteur où si t'as un seul blessé, ou deux même, encore pire, tu te retrouves vraiment avec un milieu de terrain très pauvre. Et franchement, ça fait peur, donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés au milieu de terrain. Troisième point négatif qui est un petit peu lié, c'est le manque de joueurs créatifs. Vous le savez, l'été dernier, on a fait partir nos plus grands joueurs créatifs de l'effectif. Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti. Moi, vous le savez, le départ qui me fait le plus de mal dans cette liste, c'est Marco Verratti. Je trouve qu'il avait vraiment encore sa place au Paris Saint-Germain au milieu de terrain, même si c'est pas en tant que titulaire. Je pense que vraiment il aurait apporté énormément. Par exemple, face à l'AC Milan, tu fais rentrer à la 60e minute pour t'amener de la créativité. Je suis sûr qu'il aurait fait des merveilles. Sachant que en plus, l'été d'avant, la famille, on avait perdu Angel Di Maria, qui lui aussi est un joueur hyper créatif, qui est tout simplement le meilleur passeur décisif de l'histoire du club. Donc là, en espace d'une saison, t'as perdu tes 4 plus grands joueurs créatifs. Et maintenant, tu regardes l'effectif, le seul joueur un petit peu capable de faire des passes qui cassent des lignes ou vraiment créatives, c'est Kangin Lee. Il l'a fait un petit peu face à l'AC Milan lors de son entrée. Je sais pas si vous vous rappelez, en toute fin de match, il te fait une passe vraiment magnifique pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé glisse sur le ballon, mais c'était vraiment une passe créative. C'est exactement ça qu'on veut au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. C'est ce que Marco Verratti était capable de faire, ou Lionel Messi, ou Neymar. Mais honnêtement, face à des blocs bas, par exemple comme face à l'AC Milan, sur une équipe qui est très reculée, qui garde le score, quand tu es en manque de créativité, c'est très compliqué. Alors on peut toujours s'en sortir avec une frappe de loin, avec un centre, etc. Mais ça t'enlève quand même une flèche à ton arc, qui est une flèche immense. La créativité au milieu de terrain, c'est un vrai point négatif du Paris Saint-Germain. Nouveau point négatif pour ce PSG 2023-2024, c'est les duels aériens. Là aussi, c'est un défaut où ça fait plusieurs saisons que ça dure, mais on l'a encore vu cette semaine face à l'AC Milan, et on l'a vu le week-end dernier aussi. C'est les duels aériens. Par exemple, Skriniar, là, face à Giroud, il s'est fait manger, on aurait dit un gosse avec son père. Mais on l'a vu face à Brest aussi, où on a pris 2 buts sur corner. Donc voilà, c'est un vrai défaut qu'on a. J'ai hâte que Kipembe revienne, parce que Kipembe, c'est un mec dans les airs et il rigole pas. Marquinhos aussi, il est très bon de la tête, mais en dehors d'eux, ça fait chier. Et Skriniar, tu sais qu'on l'a recruté aussi en grande partie par rapport à ça, parce que c'est sa grande force, c'est les duels aériens. Mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, les duels aériens, ils sont très mauvais pour Skriniar. Donc franchement, ça fait chier, ça fait un petit peu flipper. Dès qu'il y a un bon joueur de tête en face, on est sûr pratiquement de se prendre un but sur coup de pied arrêté.
ou un but sur centre de la tête. Par exemple, face à Brest, c'était Mounier. On sait que Mounier, c'est un des meilleurs joueurs de la tête du championnat. Il nous a marqué un but de la tête. Là, face à l'AC Milan, tu connais très bien Olivier Giroud. Tu sais qu'il est très bon de la tête. Bah, il nous met un but de la tête. J'ai l'impression que dès que tu as un grand buteur, on va s'en prendre un. Donc franchement, c'est un très gros point négatif du Paris Saint-Germain. Le point négatif suivant, c'est qu'on n'a pas encore de numéro 9 satisfaisant ou voire excellent cette saison. Alors il y en a 2 qui sont en période d'adaptation, voire 3 même. Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Marco Asensio. Moi je pense que celui qui a le plus de capacité de s'imposer dans cet effectif à ce poste de numéro 9, qui est un poste très spécifique, c'est Gonzalo Ramos. Pour moi c'est le seul qui a vraiment cette étiquette de vrai numéro 9. Kolo Muani, tu peux le mettre plutôt sur un côté, le faire rentrer sur un côté, qui sera très bon je pense. En numéro 9 c'est un petit peu plus compliqué, c'est un poste voilà, où il n'est pas forcément très à l'aise. Il peut dépanner, mais je pense que le vrai numéro 9 de cet effectif, c'est Gonzalo Ramos. Et Asensio dans un rôle très différent, en tant que créateur, en tant que faux neuf, un petit peu, on va dire, à la Lionel Messi au Barça ou à la Cesc Fabregas à l'époque, en 2012. C'est un joueur là qui vient chercher le ballon, qui fait le jeu. Et avant sa blessure, Marco Asensio était vraiment excellent à ce poste. Je crois qu'il avait marqué 2 buts en 6 tirs, quelque chose comme ça. Il nous avait vraiment surpris parce qu'on n'en attendait pas grand chose. Et en prépa, quand il jouait sur un côté, il était vraiment pas bon. Mais dans ce poste de numéro 9, Marco Asensio nous a quand même bien surpris. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ce numéro 9 qui empile les buts parce qu'il y a Kylian Mbappé qui marque énormément de buts au Paris Saint-Germain. Mais directement en dessous de lui, s'il y a une vraie Mbappé dépendance dans les stades, parce que quand Mbappé marque pas, il y a très peu de joueurs qui marquent après. Hakimi marque de temps en temps, mais ça reste un latéral à la base. Donc voilà, faut faire attention. On espère que Kolo Muani, Gonzalo Ramos ou même Ousmane Dembélé vont commencer à empiler les buts parce qu'on a beaucoup investi cet été pour les attaquants et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de buts. On peut passer au troisième point de la vidéo, les amis, le bilan mercato. Après quelques mois de compétition, on peut commencer à regarder quel joueur a été une bonne pioche ou quel joueur commence à décevoir au Paris Saint-Germain. Moi, dans la globalité, je suis plutôt satisfait du dernier mercato du Paris Saint-Germain, même s'il y a des choses à redire. Voilà, ça reste très subjectif un mercato, chacun le fait un petit peu à sa sauce. Je vous donnerai lors de ma série de vidéos du mercato du Paris Saint-Germain là d'hiver, je vous donnerai un petit peu mes avis, mes petits ajustements, ce que j'aurais fait, etc. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker pour ne pas rater cette série de vidéos qui va arriver début décembre et je suis sûr que vous allez kiffer. Rapidement, lors du dernier mercato du Paris Saint-Germain, on a dépensé 350 millions, on a récolté 203 millions, donc on a perdu 146 millions. 146 millions de pertes pour un mercato du Paris Saint-Germain, ça reste assez peu, parce que pour une fois, on a réussi à bien vendre, notamment avec la vente de Neymar à Al Hilal et de Marco Verratti également. Et comme vous le savez, on a eu énormément de recrues cet été au Paris Saint-Germain. Kolo Muani pour 90 millions, Manuel Ugarte pour 60, Ousmane Dembélé pour 50, Lucas Hernandez pour 45, Bradley Barcola pour 45, Hugo Ekitike pour 28, malheureusement qui ne joue pas et qu'on espère vendre cet été, Kangin Lee pour 22, Xavi Simons qui est reprêté, Gonzalo Ramos, Milan Skriniar, Marco Asensio, Arnaud Tenas et Cher Endour. Moi je vous le dis honnêtement les amis, j'aime plutôt bien le projet qui est mis en place par le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de recruter des joueurs un petit peu polyvalents, des joueurs jeunes qui ont la dalle et des joueurs aussi qui parlent français pour la plupart ou pour la moitié on va dire. Mais en tout cas j'aime vraiment bien ce vent de fraîcheur qui est amené au Paris Saint-Germain. Des joueurs qui vraiment ont faim de montrer ce qu'ils sont capables de faire, qui sont pas arrivés on va dire en fin de carrière comme des Sergio Ramos, des Lionel Messi, qui sont pas arrivés à des moments où ils ont tout gagné et qu'ils ont plus rien à prouver. Là tu recrutes quand même des Kolo Muani, des Ugarte, des Lucas Hernandez ou des Barcola ou des Kangin Lee. C'est des joueurs, ou même Gonzalo Ramos, c'est des joueurs qui viennent, qui ont vraiment la dalle parce que leur carrière elle reste à faire. Leur carrière c'est maintenant, elle se joue maintenant, c'était pas dans le passé, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'elle se joue et j'aime plutôt bien ça. Donc concernant le mercato, même si on va dire les résultats sont pas forcément hyper satisfaisants, qu'on reste deuxième de Ligue 1, deuxième en Ligue des Champions et que j'espère qu'on va se qualifier, mais on en reviendra ça dans la dernière partie de la vidéo. Je pense quand même que le mercato a été réussi. Je crois que dans une vidéo, j'avais mis une note de 17 sur 20 pour le mercato. Je reste plutôt sur un 16 maintenant avec du recul, 16 sur 20 pour ce mercato parce que quand même au milieu de terrain, il y a quand même pas mal de manques. On n'a vraiment pas un banc assez qualitatif au milieu de terrain. Mais on va dire dans la globalité, le dernier mercato du Paris Saint-Germain, pour moi, est réussi. Je ne retourne pas ma veste, même si tu as des joueurs qui ont du mal à s'adapter, comme Kolo Muani, Ousmane Dembélé par exemple. C'est des joueurs qui pour l'instant nous laissent vraiment sur notre faim. Kolo Muani, je crois qu'il a marqué 2 buts. Ousmane Dembélé, il est toujours à 0 but, même s'il apporte des choses très intéressantes. Il manque vraiment le dernier geste pour Ousmane Dembélé. Mais voilà, personnellement, je reste quand même assez confiant sur ce mercato. Et pour moi, la plus belle recrue de l'été, c'est tout simplement d'avoir installé Warren Zaïre-Emery en titulaire. Et ça, je pense que c'est grâce à Luis Campos et Luis Enrique. Parce qu'on sait que Luis Campos, souvent, il aime bien lancer les jeunes. Par exemple, à Monaco, il a un petit peu lancé Mbappé. Au Paris Saint-Germain, je pense qu'il est un petit peu poussé pour Zaïre-Emery. Donc voilà, pour moi, la plus belle recrue de l'été, c'est Warren Zaïre-Emery et bien sûr Manuel Ugarte. Et on peut passer directement à la dernière partie de la vidéo, jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain cette saison. Avant que je vous donne mes impressions, n'hésitez pas vous, pendant ce temps-là, à écrire dans les commentaires si vous pensez que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France. Personnellement, je vais faire un petit pronostic comme ça. Je pense que là, on est encore dans une période d'adaptation de Luis Enrique. Je pense qu'il est encore en train de travailler son équipe.
Je trouve quand même que c'est de mieux en mieux, même si on a perdu face à l'AC Milan, on a perdu surtout en seconde période. La première période était quand même assez bonne et Mbappé rate 2 face à face qui aurait pu nous offrir la victoire. Mais je pense vraiment qu'il y a une vraie amélioration comparé au début de saison. J'ai l'impression que Luis Enrique commence vraiment à prendre en main cette équipe, ce groupe. Donc je reste quand même assez confiant pour la saison, je ne vous cache pas. Je pense qu'on va se qualifier déjà concernant les phases de groupe de Ligue des Champions. Je pense même qu'on va finir premier, les amis. Je reste sur mon prono. Je pense qu'on va gagner à Dortmund et à domicile face à Newcastle. Les deux matchs, je vois une victoire pour le Paris Saint-Germain. Même si à Dortmund, ça va être très compliqué parce que comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, dans des grosses ambiances, on a vraiment du mal. L'important sur ces deux matchs, c'est vraiment de gagner à domicile face à Newcastle, parce que Newcastle à l'extérieur, ça a beaucoup de mal. Si tu gagnes ce match à domicile, après, tu as ce match face à Dortmund où le match nul serait déjà très bien. Si tu fais 4 points sur 6, tu es déjà sûr d'être qualifié. Donc c'est le plus important. Mais voilà, si tu finis deuxième, tu sais qu'en huitième, tu vas jouer un gros. Mais voilà, moi je vous le dis directement, les amis, je ne vois pas le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions cette saison, à moins d'un miracle, parce qu'on sait que dans le football, tout est possible. Porto l'a bien gagné à l'époque, l'Ajax a fait un parcours de fou en 2019, Tottenham aussi. Donc tout est possible. Mais de là à la gagner cette saison, les amis, j'aimerais vraiment vous dire qu'il faut être patient. Le mot d'ordre pour le Paris Saint-Germain, c'est vraiment la patience. Soyez patients, les amis. Là, c'est un projet que j'espère qu'on va lui laisser du temps à Luis Enrique, à son staff, à Luis Campos. J'espère vraiment qu'on va leur laisser plusieurs saisons et que si on se fait éliminer, là, par exemple, en phase de groupe ou en huitième, qu'on va pas commencer à mettre un Luis Enrique out sur tous les réseaux sociaux, à vraiment avoir un climat nocif. Je pense vraiment qu'il faut de la patience pour ce Paris Saint-Germain-là. Cette saison, je pense qu'on va se faire éliminer en quart de finale. J'espère en demi-finale, mais je verrai plus un quart de finale parce que quand tu vois des équipes comme Manchester City, comme le Bayern par exemple, je vois pas vraiment à quel moment le Paris Saint-Germain peut les battre. Tout est possible dans le football bien entendu, mais sur le papier, je pense que Manchester City est au-dessus de tout et le Bayern peut vraiment commencer à rivaliser avec les autres. Et puis tu as toujours le Real Madrid aussi, qui est toujours excellent en Ligue des Champions. Voilà, donc moi pour le Paris Saint-Germain cette saison, je verrai plutôt un quart de finale de Ligue des Champions. En Ligue 1, je pense qu'on va la gagner, donc ça va être très dur jusqu'au bout parce que tu as des très bonnes équipes cette saison, comme Nice, comme Monaco, et nous on a le Paris Saint-Germain qui perd pas mal de points à droite à gauche parce que on est encore en rodage avec Luis Enrique. Mais je pense qu'on va la gagner, on va dire, de très peu. Je pense que ça va se jouer jusqu'au bout cette saison. Et je ressortirai cet extrait si on gagne la Ligue 1 à la dernière journée ou à 2 journées de la fin. Je pense que par exemple, à la 32e sur 34 journées, ça sera un petit peu le moment où ça va se jouer. Et je pense pas que ça sera bouclé avant. Et bien entendu, on espère renouer avec la victoire en Coupe de France parce que ça fait déjà quelques saisons qu'on gagne plus la Coupe de France alors que c'était un petit peu notre marque de fabrique au Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, je vous le répète, le maximum de patience avec le Paris Saint-Germain, c'est vraiment de rigueur pour qu'on arrive enfin à un projet sain et un projet qui se mette en place avec des jeunes joueurs comme on a, qui se développent, etc. Soyez patients, ne soyez pas trop, on va dire, critiques avec le Paris Saint-Germain. Soyez patients les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette analyse complète du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Moi j'ai adoré la faire les amis, donc si c'est le cas, si vous avez passé un bon moment, mettez un maximum de pouces bleus, c'est gratuit et ça récompense. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que les commentaires pour le référencement c'est hyper important. Et bien entendu, abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés, pardon. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était BR10, je vous kiffe. Peace.